Valentin Charles a construit sa vie autour de la performance. Heptathlon, décathlon, sélection internationale, podium, record, puis un titre de champion de France élite en 2022. À ce moment-là, tout semble possible, sauf que son corps dit stop. Une douleur au psoas s'installe. Les examens ne montrent rien, les soins ne changent rien, et Valentin comprend que le problème n'est peut-être pas seulement dans le corps. Pendant des années, il a appris à dépasser la douleur. Mais cette fois, la vraie question n'est plus jusqu'où je peux aller, c'est pourquoi je continue. Dans cet épisode, Valentin nous montre comment on peut perdre son sport sans se perdre soi-même. Très content de t'avoir avec moi ce matin, enfin aujourd'hui, parce que je trouve que tu as un parcours qui est hyper intéressant, qui a été fait, comme on l'évoquait ensemble juste avant, parsemé de pas mal de rebondissements. Ça fait partie des sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Et évidemment, on parlera de ta carrière dans sa globalité, mais il y a eu quelques éléments particulièrement saillants que je voulais évoquer avec toi. Donc pour les gens qui ne te connaîtraient pas et en quelques mots, un début de carrière très prometteur dans l'athlétisme, donc avec des titres nationaux, participation aussi à des championnats internationaux. Donc en 2015, première sélection en équipe de France, tu participes au championnat d'Europe junior en Suède. Ensuite, tu as continué à performer sur le circuit français et européen. En 2018, tu pars aux États-Unis. Donc tu arrives sur le circuit universitaire. 2019, titre de champion national de division 2 sur l'heptathlon. C'est vrai que j'ai pas précisé la discipline, mais heptathlon, décathlon, principalement, c'est ça. Et ensuite, 2022, tu étais revenu en France, un titre de championnat de France élite sur l'heptathlon. Et ensuite, les choses se sont un peu compliquées, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc, une ascension qui était effectivement, je ne sais pas si on peut dire rapide, mais en tout cas bien lancée et assez prometteuse. Et puis quelques événements qui sont venus bouleverser un peu tout ça. Si on reprend, entre guillemets, au début, comment est-ce que tu en es venu? Parce que une des premières questions que je me suis posée, c'est le choix de la discipline. Heptathlon, décathlon, c'est pas forcément la discipline la plus évidente, entre guillemets. En tout cas, ça doit être une discipline particulièrement exigeante parce qu'elle impose d'être quand même très polyvalent. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai. Après, corrige-moi si je me trompe et si c'est pas le cas. C'est totalement vrai. Et donc, j'étais curieux déjà de savoir qu'est-ce qui faisait que tu avais choisi de t'orienter vers cette discipline-là. Alors, là où ça a été fait très naturellement. Je pense que ça marche encore comme ça dans les écoles d'athlétisme, mais moi j'ai commencé dans un tout petit club dans une ville qui s'appelle Bru, qui est à côté de Rennes. Et on commence tous naturellement par juste courir, aller faire des crosses, que ce soit les crosses au collège ou après tu fais les crosses avec la fédération. Et ça partait là-dessus. Et venait au fur et à mesure la saison estivale où soit c'est des courses sur route, soit c'est des petites compétitions sur piste, où en petite catégorie on peut essayer plein de disciplines qui sont matérialisées différemment que quand on est senior. Hein. Par la place du lancer de javelot, on faisait du lancer de balle et des choses comme ça. Et du coup, on touchait un petit peu à tout. On pouvait aller faire des sauts, on faisait du sprint, on touchait au haie, du lancer de balle, comme je le disais. Et plus les catégories augmentent, donc en façon de école d'athlé, poussin, benjamin, plus les disciplines deviennent un peu plus sérieuses. On touche au lancer de poids, au lancer de disque, au lancer de javelot. Et sur les compétitions, en fait, on nous propose des formats qui étaient des triathlons. Où on pouvait choisir 3 épreuves. On faisait donc soit un lancer, une course, un saut, soit on pouvait faire, il y avait des formules où on faisait 2 courses, un saut, etc. Et en fait, ça permet, je pense, aussi de voir ce qui peut réellement nous plaire, mais aussi de voir là où on se sent à l'aise, là où on progresse, et aussi peut-être choisir une spécialité pour certains. Mais moi, en fait, j'aimais bien tout faire. Je trouvais que quand on arrivait à l'entraînement, ne pas faire une seule chose, c'était génial. Et j'ai continué naturellement là-dessus. J'ai fait les triathlons le plus longtemps possible. Et quand on arrive en minime, on nous propose une première discipline qui s'appelle l'octathlon avec 8 épreuves, qui est du coup, on va dire si on peut dire ça comme ça, le cousin du décathlon. Et dès que je suis arrivé en minime, j'ai commencé à faire ça directement.
avec tous mes copains de club à ce moment-là. Et en fait, j'ai jamais lâché ça. Avec mes copains de club à Bru, du coup, cette petite ville où on avait une super ambiance, super cohésion. Et on avait fait le championnat de France qui s'appelait les Pointes d'Or en minime, par équipe en octathlon, justement, où on avait fait troisième. Ok. Et après, catégorie cadet. Ça vient de Décathlon, et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai goûté, j'ai continué dessus. T'es jamais arrêté. Continué dessus directement. Exactement, tout à fait. Ok. Donc, comme je le disais en préambule tout à l'heure, alors je sais pas si on peut parler du début de ta carrière à haut niveau, mais le premier événement marquant que j'avais relevé, c'était la première grande sélection en équipe de France, Ouais. avec la participation au championnat d'Europe, donc junior en 2015. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a demandé? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu vois, si on retrace rapidement ton parcours, donc là, tu nous as expliqué un peu la genèse, comment tu as découvert la discipline, comment le fait que voilà, t'as suivi aussi ton envie. En gros, ce que j'entends à travers ce que tu me décris là, c'est Ouais, mon en fait, plaisir. j'avais pas envie de choisir. Je prenais du plaisir à tout faire. Je trouvais ça cool à l'entraînement C'est ça. de venir et de pouvoir m'entraîner sur plusieurs disciplines. Donc en fait, j'ai suivi cette envie-là et ce plaisir-là, et j'ai surtout pas lâché l'affaire. À quel moment il y a eu le point de bascule où tu t'es dit, en fait, je peux peut-être faire quelque chose dans cette discipline, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour arriver jusqu'à cette première sélection en équipe de France? Ouais. Je sais pas s'il y a eu un point de bascule, je pense que ça a plutôt été c'est venu au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir dans le sport, mais j'ai surtout beaucoup pris de plaisir dans la compétition. Et quand je dis performer, c'est à moi voir jusqu'où je peux aller, en fait. J'ai toujours aimé voir si je pouvais gagner en soi. Donc, je pense qu'un des premiers événements, comme je te disais, c'était en 2012, quand j'étais minime à l'octathlon avec les copains. Et après, on est parti sur le décathlon. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai fait en soi podium au championnat de France. Pourquoi je pourrais pas le refaire dès que j'arrive en cadet? Et du coup, en KD1, j'ai fait les championnats de France, je sais rien passé de spécial. Et j'ai fait mes premières médailles au championnat de France en KD2 en 2014, où j'ai fait troisième au décathlon. Et après, j'avais fait les championnats de France sur 400 mètres, où j'avais fait troisième aussi. Ok. Et je pense que ça a été ça le déclencheur, parce que c'était, on va dire, mes premières arrivées aussi sur liste de haut niveau. À ce moment-là, moi, j'étais rentré en 2013, j'étais rentré en sport-études au lycée. Et du coup, le sport faisait vraiment partie à part entière de ma vie. Tous les jours, j'avais entraînement en parallèle des cours. Donc, je pense que ça c'est devenu sérieux à ce moment-là pour moi. Ok, ouais. On y reviendra. Tu as mentionné deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est le fait que tu sois motivé par la compétition. Ouais. Mais j'ai entendu deux choses différentes. J'ai entendu, je suis motivé par l'envie de gagner, et j'ai entendu aussi le sentiment que tu es aussi beaucoup drivé par voir jusqu'où tu peux aller toi à titre personnel. Ouais. En fait, la question que je me pose quand je t'entends, c'est à quel point est-ce que les autres sont une considération quand tu es en train de performer dans ce contexte-là, ou est-ce que c'est principalement motivé par l'envie de se dépasser et de voir de quoi tu es capable? Et s'il y a une médaille à la fin, tant mieux, mais au fond, je serais content même si si j'ai le sentiment d'avoir tout donné et de m'être donné à fond, quoi. Ouais, alors, je sais pas comment mettre ces deux catégories-là. On va dire que dans le sport de tous les jours, ou dans les compétitions, que je vais appeler classiques, donc hors championnat, je suis vraiment, si on peut dire ça comme ça, je suis vraiment drivé par jusqu'où je vais pouvoir aller, quelle performance je vais pouvoir faire, est-ce que quand mon corps, quand ma tête elle va me dire stop, est-ce que je vais réussir à passer par-dessus ce message qu'on reçoit tous quand on fait du sport? Parce que c'est souvent là, quand tu arrives à passer par-dessus ce message, que tu commences à performer, mais c'est le truc qui est dur à faire. Donc moi, je pense que sur ces compétitions-là, tout ce qui va être meeting et autres, je suis drivé par ça. Mais quand j'arrive en championnat, même si j'ai envie de faire une belle performance en termes de chronométrique, de Classement, points pour le décathlon, je suis surtout drivé par gagner. l'envie de Donc, gagner. imaginons je gagne et que la performance que je fais n'est pas proche de mon record ou autre, j'ai quand même cette grosse satisfaction d'avoir gagné. Et je trouve que moi, je sais qu'en tout cas, la manière dont j'abordais mes championnats en athlétisme, j'avais, on va dire, vraiment deux focus. Je sais qu'il fallait que je me concentre sur moi pour faire ma performance, ce qui pouvait m'amener à gagner. Mais le fait que, par exemple, je pouvais être dans une mauvaise journée, et ce qui me drivait, c'était vraiment de savoir,
bah, eux, ils ont fait ça. Moi, il faut que je fasse pareil. Il faut que je me démerde pour essayer de faire une meilleure performance ou m'accrocher sur les courses. Et ce sentiment de compétition et de devoir m'accrocher aux autres ou devoir dépasser les autres, c'est quelque chose qui me motive énormément. Ouais. Ok, c'est intéressant. Je tire le fil un peu de ce que tu viens de dire là. Tu t'as mentionné parmi un peu les choses que tu vas chercher quand tu performes, de voir si au moment où ta tête te dit stop, tu arrives à passer au-delà de ça. Et tu t'as dit, parce que tu as dit c'est à ce moment-là qu'on performe vraiment, dans le sens où c'est là qu'on va dépasser ses limites et donc du coup progresser réellement. Comment est-ce que parce que j'imagine que même si aujourd'hui ta façon d'investir le sport a changé, tu le fais plus dans le même contexte, pas forcément avec la même finalité, mais je pense que tu dois encore y être confronté aujourd'hui quand tu prends le départ d'un Aerox ou comme tu as pu le faire récemment quand tu es sur la ligne de départ d'un triathlon. Avec tout ce que tu as traversé, c'est quoi les outils sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui, justement, quand tu sens que tu commences à arriver un peu dans le rouge ou que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Non mais là c'est bon, on n'a plus rien à donner, vas-y, on a été au bout, on s'arrête ». Comment est-ce que tu gères ces situations-là? Étonnamment, je la gère vachement mieux que quand j'étais sportif de niveau. Ok. C'était toujours une phase où j'ai eu du mal à passer par-dessus, ou pas forcément du mal, mais je le faisais pas régulièrement. Ok. J'ai souvent eu du mal à sortir de cette zone. Les peu de fois où j'ai réussi à en sortir, ça a bien marché. Mais je sais plus sur quoi j'avais vu ça, mais j'avais lu des choses, je sais plus, je pense que c'était pas des études, c'était plus des phrases de motivation et autres, et ça disait, quand ta tête, elle te dit stop, en fait, ton corps, il a fait que 70% de ce qu'il pouvait faire, quoi. Et du coup, souvent, c'est une des phrases qui revient quand moi, je commence à avoir tous les petits signaux d'alerte où ma tête, elle me dit, bon, stop, là, c'est bon, soit ralenti, soit non, on n'accélère pas, là, on est bien, tu peux pas le suivre, ou des choses comme ça. Et je me dis, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est le premier signal d'alerte, mais mon corps, il est pas à fond. J'ai pas de douleur, j'ai rien d'autre. Enfin, à part la douleur je suis dans l'effort, le cœur, il est haut, mais ok, mais en fait, je pense que je peux pousser plus loin. Et j'essaie toujours, quand j'ai cette phrase-là maintenant, et étonnamment, j'arrive à le faire mieux maintenant qu'avant, de me dire, ok, là, c'est juste ma tête. Pour le moment, mon corps, il va bien. Vas-y, passe au-dessus, pousse, on essaye. Et la plupart du temps, je prends des exemples sur le triathlon, par exemple, le week-end dernier, qui n'est pas forcément un sport dans lequel je suis énormément préparé, ou même sur l'Aerox. Et les fois où j'ai ces messages-là et que je me dis, vas-y, non, je vais pas l'écouter, et c'est toujours le moment où j'essaie de me dire, ok, pour contrer ça, je fais une petite relance, je fais un petit truc. Et en fait, à chaque fois, ça passe. Et c'est en ayant fait ces choses-là, d'abord à l'entraînement, honnêtement, sur le vélo, la plupart du temps, c'est là où j'ai eu le plus de facilité à me dépasser. Que j'ai compris qu'en fait, c'était juste une petite information de ta tête et que tu pouvais faire encore plein de trucs derrière. Et je garde ces petits schémas que j'ai pu mettre en place à l'entraînement et autres sur les compétitions, tout simplement. Je trouve ça intéressant et là où je te rejoins, c'est que globalement, le rôle de ton cerveau, c'est de te préserver, tu vois. Si tu reviens à un niveau purement biologique, une des missions de la tour de contrôle, c'est de s'assurer que tu te mets pas en danger, tu vois. Et il fait pas toujours la distinction, enfin, il a pas, je veux dire, d'un point de vue purement biologique, il a pas toujours le contexte de, là, on est à l'entraînement ou on est en compétition, et au fond, si vraiment ça devient dangereux, je peux toujours m'arrêter. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc de, presque un peu binaire de, là, on est en train de taper dans les ressources, on est en train de monter un peu haut en termes d'efforts, il faut qu'on se préserve, quoi. Mais ça prend pas en compte le contexte dans lequel tu peux être amené à le faire. Et donc, je trouve ça intéressant, le fait que t'aies réussi un peu à le conscientiser au point que ça soit devenu une forme de réflexe, quoi. C'est, ok, je sens venir le message, mais j'arrive à le recontextualiser et je le laisse pas prendre trop de place, quoi. C'est juste une information, c'est juste, entre guillemets, mon cerveau qui joue son rôle, mais ça dit rien. Enfin, ça dit rien. En tout cas, c'est pas forcément représentatif de ma réalité physiologique à ce moment-là. Et que tu puisses distinguer ce dont le corps est capable et ce que la tête raconte, je trouve ça hyper intéressant. Et après, l'autre point que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as réussi à comment dire, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, mais systématiser une forme de parade, quoi. Ok, là, tu es en train d'essayer de me convaincre
que enfin, il faut qu'on s'arrête. Je vais te prouver que c'est pas le cas, et pour ça, je vais relancer un coup et on se rendre compte qu'en fait, on n'est pas mort et ça va, quoi. Bah, c'est ça, mais en fait, ça c'est. J'ai mis du temps à le mettre en place parce que j'ai eu beaucoup de frustration aussi sur des compétitions où je pensais être à fond, je pensais être au max et au final ne pas tu sais, passer ce petit effort en plus, comme je disais, alors qu'en soi, il me restait peut-être. Je prends des exemples sur des heptathlons ou des décathlons, il me restait 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres grand maximum sur la dernière course qu'on avait et qui pouvait aussi me permettre d'aller jouer des podiums ou autres que j'ai loupé à ces moments-là. Et qu'en fait, quand je passe la ligne, et je me dis, ben, en fait, certes, tu souffrais, J'en mais avais en fait, encore sous la pédale, voilà, quoi. il restait un truc, Donc, j'ai mis du temps à accepter de comprendre qu'en fait, quand j'arrivais à ce moment-là, je pouvais réellement me dépasser. Et aussi me dire que, ben, en fait, oui, t'as mal. Mais, en fait, moi, c'était un peu mon but aussi, je voulais gagner. Donc, si je voulais gagner, j'étais forcément obligé d'avoir mal. Donc, c'était des moments où j'ai dû on va dire, me reposer à l'entraînement. Et je suis passé par des phases d'entraînement un peu différentes. Et ce qui m'a débloqué, comme je te disais, c'était le vélo. C'est sur le vélo où j'ai réussi à, contrairement à la course à pied, je sais pas pourquoi, en tout cas sur ce moment-là, à me mettre dans on peut dire ça, dans des états où je me donnais vraiment à 100%. Et voir qu'en fait, bah, ça passait, j'arrivais à récupérer derrière, j'arrivais à enchaîner d'autres efforts. Et je trouve que c'est quelque chose qui est plus dur à faire en course à pied. Parce qu'en course à pied, souvent, quand tu atteins ton max où tu fais un effort sur maximal, tu ne récupères pas. Tu récupères pas. Et du coup, le faire à l'entraînement en course à pied, moi, ça m'a toujours demandé beaucoup plus d'efforts que de le faire à vélo. Et le faire souvent à vélo m'a permis, du coup, derrière, de pouvoir le faire sur d'autres disciplines, que ce soit sur l'aérox, sur le triathlon que je fais de temps en temps, sur de la course à pied et autres. Et ça a été vraiment, en fait, je pense, une sorte de petit déclic que j'ai réussi à avoir à l'entraînement mental, que j'ai réussi à, du coup, à apporter en compétition sur mes dernières années de pratique, parce que sur les premières, c'était pas le cas. Ouais. Ok. Si on s'arrête une minute sur ce que tu décrivais, le fait que t'aies pas réussi à le faire plus tôt, Ouais. ça t'a un peu porté préjudice dans le sens où, a posteriori, tu te dis, si j'avais eu cet outil-là dans ma boîte à outils, peut-être que sur certaines courses, ça m'aurait permis d'aller puiser encore plus loin et donc de réussir, peut-être, hein, c'est hypothétique, mais à faire des podiums, des choses comme ça. Ouais. Quand tu as été confronté à ces constats-là, le mot est dur, mais une forme de constat d'échec, entre guillemets, comment est-ce que tu le vivais à l'époque? Est-ce qu'il y a des choses parce que j'imagine que ça doit être extrêmement frustrant quand globalement ta vie tourne autour de ça, tu touches du doigt des classements, des titres, des choses comme ça, et puis tu te retrouves à arriver juste entre guillemets en bas du podium en faisant le constat que potentiellement tu en avais peut-être encore un peu sous la pédale. Alors après, on ne peut pas réécrire l'histoire et on ne sait pas si ça aurait été suffisant, mais comment est-ce que tu gérais ta frustration à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement à mieux appréhender ces situations au fil du temps? C'est compliqué. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. En termes de classement, en tout cas. Ça aurait changé beaucoup de choses je pense, à ce moment-là, dans mon estime de moi en tant que compétiteur. Parce que j'ai souvent fini des championnats ou des compétitions en étant sur ma fin, quoi. J'étais ok. Certes, j'ai fourni un effort conséquent, la performance est ok, mais c'est assez frustrant, enfin, dans n'importe quelle discipline, hein, que ce soit pour le travail, quand tu entreprends, quand tu fais du sport, quand tu fais un projet, que tu le termines, que tu n'as pas forcément le résultat attendu et que sur le moment tu pensais être à fond et que en fait tu réalises que j'aurais peut-être pu faire ça en plus, ou merde, j'aurais dû l'aborder différemment, ou me donner un peu plus, ou une heure de plus, ou quelque chose comme ça, tu as toujours ce petit sentiment de je suis pas allé au bout. Et moi, ça a été très honnêtement des années de 2000, pour moi, j'ai eu 2015 qui était un peu comme ça, 2017, 2018, 2019, qui étaient des années. Je mets pas 2016 dedans parce que 2016 était très différente cette année, on pourra y venir après. Mais ça a été des années où, franchement, 2 compétitions sur 3, j'arrivais à la fin et je me disais,
t'as pas donné tout, t'as pas donné tout. Et du coup, le fait d'avoir ce sentiment tout le temps, quand je rentrais chez moi, j'étais pas très satisfait de moi. J'avais du mal à me satisfaire de ce que je faisais. Et c'est pas quelque chose qui me bloquait à l'entraînement, parce que j'ai jamais eu ce problème, on va dire, réellement, à l'entraînement, de me dire, OK, t'aurais pu te donner plus et autres. Mais j'avais pas cette petite grinta qui te disait, vas-y, ose en compétition. Par peur, sûrement, je sais pas exactement sur quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a bloqué beaucoup sur ces moments-là. Et du coup, j'ai choisi de faire d'autres travail sur moi. J'ai vu autres que mes kinés autres. J'ai vu des psychologues du sport avec qui ça n'avait pas forcément matché. Et moi, la discipline qui m'a fait du bien, c'était la sophrologie. Donc, je voyais une sophrologue sur Rennes qui avait été psy aussi avant. Et du coup, on avait la manière d'aborder le sujet était différente pour moi. Et je pense que c'est c'est ce dont j'avais besoin de faire, de la respiration, conscientiser des petits mots et pouvoir, moi, me servir de ces exercices de respiration à l'abord des compétitions ou dans les moments où ça allait pas, d'avoir des petits mots que j'avais pu m'ancrer et tout. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup débloqué pour mes dernières saisons qui se sont bien passées, donc 2021 et 2022. Ok, intéressant. Je trouve ça... déjà, la première chose que je tiens à relever, c'est tu as essayé des choses et tu t'es pas arrêté à la première tentative. Dans le sens où tu as dit, j'ai vu des psychologues du sport, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ce qui a marché pour moi, c'était la sophrologie. Et je pense qu'on est tous assez différents, mais je pense qu'il faut qu'on s'autorise à explorer ces choses-là. Et si tu essayes de décrire un petit peu le travail que vous avez fait et ce que ça t'a apporté, comment est-ce que tu le décrirais ? Ah, c'est compliqué ça. Ça a été long déjà. Aussi simplement que à quoi ressemble une séance type, par exemple. Tu vois, tout simplement, on a une première phase de. Enfin, si je me souviens des premiers rendez-vous, on a eu une première phase qui était longue de discussion de pourquoi je venais la voir, qu'est-ce que j'avais essayé avant, qu'est-ce que j'attendais de ces séances, et du coup, cette personne du coup en fonction de mes réponses, elle allait poser des petites questions, je pense, pour elle avoir des éléments sur comment elle allait gérer la séance. Et du coup, en fait, on a fait une sorte de séance de psy, mais qui n'était pas dans ce cadre de psy qu'on peut voir un peu péjoratif. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un échec d'aller voir un psy, alors que, très honnêtement, je pense qu'on en aurait tous besoin d'aller parler sur des sujets, d'approfondir des choses. Exactement. Et du coup, on a eu une énorme première phase de discussion sur mes envies, mes frustrations, mes attentes. Et après, la séance se déroulait surtout sur une grosse phase on va dire, ça durait entre une demi-heure et 1 heure d'exercices de respiration qui pouvaient qui font rentrer dans une sorte je m'endormais quelquefois, de sommeil, mais sommeil qui est toujours un peu conscient parce qu'il y a toujours la discussion de la sophrologue derrière qui, par des petits mots, soit des gestes ou des petits mots qu'on avait choisis, qui me parlaient, quand tu les as régulièrement sur des séances, dans les mêmes situations, tu les ancres dans ton cerveau, et c'est des mots et des séances et des gestes que j'utilisais du coup en compétition. En fait, c'est des trucs un petit peu inconscients, je pense, mais qui rentrent dans tes habitudes et qui te déclenchent, on va dire, comme un petit signal qui te dit, en fait, t'es arrivé à ce moment-là, j'arrive à faire cette respiration ou ce petit mot, et ça veut dire que je suis arrivé à ce moment-là, et quand je suis arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Est-ce que je choisis en fait non, je me retire, je stoppe mon effort, ou est-ce que non, en fait moi j'ai travaillé pour ça, genre je voulais continuer mon effort, et je sais que quand j'ai ces signaux-là, je pense à ça, et c'est le moment où j'essaye. Du moins j'essaye. Est-ce que ça passe ? Je sais pas, mais j'essaye. Moi je trouve, j'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre des mots sur exactement comment ça se passait. Juste la sensation, la finalité que moi ça m'apportait vraiment beaucoup de sérénité. C'est-à-dire j'abordais mes compétitions détendues, plein de confiance en moi, et j'avais, on va dire, un plan de marche où je savais que par rapport aux sensations que j'avais des outils pour agir en fait dessus, tout simplement. C'était quelque chose de rassurant, je pense. Et ce climat qui faisait que j'étais rassuré me permettait de performer du coup derrière. Ok. C'est marrant parce que ce que tu évoques là me rappelle un sujet dont j'ai discuté avec Anouk Garnier, que j'ai reçu sur le podcast, qui elle fait de la course à obstacles, donc
Spartan Race, ce genre de choses, et qui décrivait sensiblement le même mécanisme. Donc réussir à se plonger dans une forme d'état un peu méditatif, où C'est ça. justement la barrière entre le conscient et l'inconscient est un peu plus poreuse, et ensuite aller se créer, que elle a utilisé ce mot, et tu l'as mentionné aussi, des ancrages, en disant dans ce contexte-là, quand je suis dans cette situation-là, voilà comment je réagis naturellement, voilà comment je voudrais réagir. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris là, c'est que toi, tu avais un déclencheur physiologique, enfin, soit une respiration, soit un mot, mais qui C'est du coup ça. permettait d'aller euh, déclencher la réaction qui avait été conditionnée. Donc en l'occurrence, si j'ai bien compris, c'est, si je reprends le cas de figure qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la dernière course de mon meeting, il me reste 400 mètres, je suis là pour tout donner, et donc avoir un petit, potentiellement un mot où tu lâches, C'est quoi. exactement ça. Ouais, Ouais. ok. C'était des mots ou des gestes, ça dépendait. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension sur le saut à la perche pendant mes décathlons. C'est une discipline dans laquelle je n'étais pas forcément le meilleur et j'ai toujours eu beaucoup de mal à me laisser aller parce qu'en soi, le saut à la perche, tu viens faire confiance à ta course d'élan et à ta perche. Donc, Ouais. même si tu agis beaucoup sur la perche, c'est quand même quelque chose où c'est pas comme les autres sauts où il y a que toi. En fait, tu fais confiance à du matériel et autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire. Et du coup, on avait travaillé sur des exercices de respiration avant mes sauts qui me prenaient vraiment 5 à 10 secondes, quoi. J'avais deux, trois respirations à faire, une pensée, une visualisation. Et en fait, le truc de ces pensées, de ces respirations, de ces visualisations, ça me permettait quand moi j'étais sur ma piste d'élan à la perche, de pas penser à tous ces éléments qu'il pouvait y avoir autour, le vent, les spectateurs et toutes ces choses-là, et d'avoir juste des sortes d'œillères en fait, et de me dire en fait, voilà étape par étape ce que je dois faire pour arriver à cet endroit-là. Et une fois que je suis arrivé à cet endroit-là, je sais faire, mais pas me dire, ok, bon là ce qui me stresse c'est le saut, c'est le moment où je plante la perche, et ça. Non, j'y vais étape par étape, et en fait, si toutes les étapes sont bien faites, au moment où je dois planter la perche, au moment où je dois sauter, ça vient automatiquement en fait. Je suis au moment, c'est là et j'y ai pas pensé avant, j'ai pas eu d'appréhension avant. Et ça a été vraiment un long travail, mais c'est des choses comme ça, ouais. Ok, très clair. T'as dit que 2016 avait été une année différente. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ça en a 2016? été. Alors, 2016, du coup, 2015, je fais mes premiers grands championnats, je fais championnat d'Europe. Grosse satisfaction, mais pareil, championnat d'Europe, c'était ma frustration a été de ne pas avoir eu cette sensation de m'être donné à 100%. J'avais toujours ce frein. Et je sais pas, 2016, parce que 2016, j'ai pas fait spécialement un gros travail sur moi, enfin en tout cas dans mes souvenirs. Mais fin de lycée, passage à la fac, et je pense que je me suis juste retrouvé dans un endroit où j'étais 10 fois mieux moi dans mon environnement. Je me sentais plus à l'aise à la fac, j'étais beaucoup mieux avec mes potes. Et je pense que tout cet environnement joue énormément sur le sport. Bon, c'est sûr, même 100%, puisque mentalement je me sentais bien. Et peut-être que je me sentais plus en sécurité que dans ma vie avant. Et j'avais vachement moins de mal à me faire mal, en fait. Ok. À me donner à fond, à essayer des choses. Et l'année 2016 a été, en tout cas pour l'hiver, l'été était moins. Enfin, ça a été correct, mais c'était pas exceptionnel. Mais l'hiver a été juste parfait. Je pense que j'étais, comme je disais, dans un environnement où je me sentais vraiment à l'aise, comme un poisson dans l'eau, en fait. Et toutes les compétitions, je les abordais en me disant, mais j'essaye, j'y vais. J'avais pas de barrière, je me mettais aucune barrière et tout se passait super bien. Et cet hiver-là, je fais deuxième au championnat de France. Je fais le record de ma région, donc de Bretagne à ce moment-là, qui a été rebattu par un pote à moi la même année d'ailleurs. Et après, on fait un match international. À cette époque-là, il y avait encore, je sais pas si on a encore maintenant, c'est possible que si. On faisait quand il n'y avait pas de championnat l'hiver, on faisait des matchs internationaux entre différents pays. Et du coup, nous, souvent, c'était Espagne, Portugal, Italie, Grande-Bretagne, France, Suisse de temps en temps. Et du coup, on part à Salamanque en Espagne faire un match international où je remporte ce match international. Donc première victoire sous le maillot de l'équipe de France, avec un nouveau record de Bretagne à ce moment-là. Donc nouveau record personnel pour moi aussi, et qui a été une compétition où frustré de l'issue, parce que en termes de points, j'étais parti pour
me rapprocher tout près du record de France de Kevin Mayer à ce moment-là. Mhm. La compétition a été longue, je me suis donné à fond, donc j'ai pas de regrets. Mais j'ai fait la dernière épreuve qui était le 1000 mètres, où mon record c'est 2 minutes 40 à ce moment-là. Et pour me rapprocher du record de Kevin, il fallait que je fasse 2 minutes 36. Et je me suis dit 2 minutes 40, je peux au moins être tout près. Et en fait, j'avais explosé total et j'avais fait 2 minutes 53, ce que je n'avais jamais fait dans ma carrière, je pense. Euh, mais non, c'était une fin de saison aussi, mais j'avais pas cette frustration à ce point parce que je sais que je m'étais donné à fond. Je m'étais donné à fond, à 100%. Et ça a été vraiment, pour moi, c'était un hiver parfait. Hein. Médaille championnat de France, médaille internationale, un gros record en heptathlon à ce moment-là, parce que maintenant, ça a beaucoup progressé. Et voilà, et ça, c'était... je pense que c'était une... je sais que cet hiver-là, je le garde comme un de mes meilleurs souvenirs que j'ai eu en carrière. Mhm. Je pense que tu as raison sur le fait que l'environnement joue forcément. Il y a 100%. je regardais si j'avais le livre là, mais je crois qu'il est dans mon sac. Il y a un mec qui a écrit un bouquin qui est devenu un peu une des bibles du coaching, toute discipline confondue. Historiquement, c'est un mec qui coachait en tennis, mais en fait, le truc s'est propagé pas mal. Un gars qui s'appelle Tim Galloway, de mémoire, qui a écrit un livre. Et dans ce livre, il partage une équation qui dit que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Et en gros, il dit le potentiel, on peut travailler à le développer, mais on peut surtout travailler à réduire les interférences. Et les interférences, on peut mettre plein de choses dedans. Il y a ce que tu évoquais tout à l'heure sur le discours que je me tiens à moi-même quand je suis dans la difficulté. Ça, c'est des interférences, tu vois. Les appréhensions que je peux avoir avant une compétition ou un événement en particulier, ça, c'est des interférences. Mais il y a aussi toutes les interférences qui peuvent être liées à ton environnement. Tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, il y a des dramas dans ta vie pour une raison X ou Y. On sait que ça va forcément psychologiquement, ça va t'impacter. Et donc, ça va jouer quand tu seras dans des contextes où tu auras besoin d'être 100% présent, de pouvoir te connecter au moment, de donner tout ce que tu as. Si tu es parasité par d'autres trucs, c'est très, très compliqué à faire, en fait. Donc, En fait, c'est ça, hein, quand il y a des épreuves comme ça, de toute manière, que ce soit drama ou autre dans sa vie, en fait, ça demande de l'énergie déjà dans ta vie de tous les jours. Et c'est le petit pourcentage d'énergie que tu n'auras pas et qui te manquera pour passer ces étapes-là en compétition, 100%. Et on sait qu'arriver à ce niveau-là, chaque pourcent compte. Ouais, c'est ça. Franchement, là, c'est des détails. Il y a plus trop de marge d'erreur. J'aimerais bien qu'on parle rapidement de la parenthèse américaine. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir aux États-Unis et comment est-ce que tu as vécu du coup la période que tu as passée là-bas? Qu'est-ce que tu en as ramené? Qu'est-ce qui m'a motivé? J'avais déjà été contacté plusieurs fois par des facs aux États-Unis quand j'étais déjà au lycée, où j'avais pas répondu positivement parce que déjà je me voyais pas partir. Je trouvais que, je sais pas, ça me paraissait loin, je me sentais pas de partir. Et puis j'avais encore des choses à finir en France. Et en fait, quand je suis rentré à la fac, moi, mon objectif c'était d'être kiné. Donc je voulais être kiné, donc je suis rentré en STAPS, j'avais une prépa au concours de kiné à côté. Et mes entraînements. J'ai jamais réussi à tout gérer, donc j'ai pas pu malheureusement rentrer en école de kiné. Donc j'ai fini ma licence en STAPS, en entraînement sportif. J'ai fait ma carte d'éducateur sportif. Et quand j'ai fini ma licence, j'avais eu sur la même année des propositions de fac pour partir à l'étranger, aux États-Unis du coup. Et un pote à moi avec qui j'étais à la fac aussi avait eu ces mêmes propositions. On s'était dit pourquoi pas partir à deux. Déjà. Premier grand voyage pour moi, déjà ça aide d'être avec un de tes potes pour partir à l'étranger et aller faire le même sport dans la même fac. Je suis arrivé sur cette année où je passe ma licence et je savais pas ce que j'avais envie de faire après honnêtement. J'avais pas spécialement envie de continuer sur un master. Je savais pas si j'avais vraiment envie de bosser avec ma licence entraînement en tant que coach préparateur physique. Et je me suis dit, en fait, je viens de valider un diplôme en France, en fait, donc je peux reprendre à n'importe quel moment. J'ai validé un niveau de diplôme, ma licence. Ça peut être un bon moment pour tester, pour partir quelque part. Et du coup, avec ce pote-là, on a monté un dossier. Et on a été pris dans une fac. On a eu des petites péripéties. Normalement, on devait partir en première division et partir au mois de septembre 2018. Mais notre fac à Rennes a été un peu longue à la détente sur certains papiers. Et du coup, on a dû partir en janvier 2019 et dans une fac de division 2 là où il nous restait des places, qui était une très bonne fac de division 2 qui avait gagné les championnats de division 2 l'année d'avant d'ailleurs. Okay. Et du coup on est parti là-bas. Ça a été ça qui m'a motivé et je l'ai vécu bien et mal.
Ok. Bien parce que j'ai découvert énormément de choses. J'ai réappris l'anglais parce que je pensais que j'étais bon en anglais en cours du moins. En fait, je suis arrivé, laisse tomber. et, et du coup, bah, déjà ça a été super de pouvoir m'ouvrir à d'autres gens avec une autre langue. Et moi, ça m'a facilité mes interactions par la suite avec d'autres personnes, en vrai, honnêtement. Euh, je l'ai vécu bien l'hiver, mal l'été. Et Ok. c'est ce qui se passait souvent en sport, hein, pour moi. Je pense que je fais du sport toute l'année, tout le temps. Mais je pense que quand je le fais à fond, on va dire, je sais que je peux pas le faire à fond sur 8 mois. Hmm. Je pense que ça me demande beaucoup d'énergie quand je suis à fond. Et je sais qu'à chaque fois, je me mettais à bloc dès l'hiver et je faisais mes 4 mois de saison hivernale qui se passaient super bien. Et au bout de 2 mois l'été, j'ai commencé ça Ouais, commençait à me... ça manquait Ouais, un c'est peu ça, de exactement. jus. Et du coup, bah, l'hiver, super. Puis titre champion de NCAA D2, c'était pas dans mes papiers de base, je pense. Mais quand j'ai vu les premières compétitions, je me suis dit que c'était totalement jouable. Donc ça, une grosse satisfaction de pouvoir faire le podium aux US et le podium à 8 ou t'as les grands trophées. Ouais. Enfin, c'est un peu différent en France. Et puis à la fac, c'est très reconnu le sport. C'est Bah vraiment oui, oui. Hmm. tout, Bah, c'est tout, l'antichambre, du sport professionnel à ouais, haut c'est niveau ça. aux États-Unis. Enfin, c'est vrai en football américain, c'est vrai en basket, c'est vrai dans plein d'autres On a fait, disciplines. ouais. Si tu veux faire carrière dans le sport de haut niveau aux États-Unis, t'es plus ou moins obligé de performer sur le circuit universitaire, quoi. Ouais, quasiment Ouais, obligé même d'ailleurs. ouais. Et puis, mais tout est mis en place pour les Mm, infrastructures, les coachs, les temps d'entraînement, les cours. mm, Quand tu es sportif là-bas et que tu es dans une équipe, bah, tous tes cours sont faits en fonction de ton sport. Nous, on avait cours le matin, tous les après-midi, c'était l'entraînement. Quand on avait des évaluations, etc., bah, les profs, quand on partait en compétition, les décalaient. Enfin, mm. tout était fait pour performer et réussir ses études à la fois d'ailleurs, hein, on va pas se Ouais, mentir. ok, C'était construit autour du sport. ok. Ouais, et pas Donc, l'inverse. si je résume, ce que t'étais parti chercher, je sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé à un moment où tu étais dans une phase de transition. C'est-à-dire que Ouais. ton objectif de base était plus forcément dans les cartes parce que tu n'avais pas réussi à tout mener de front. Tu venais de clôturer un chapitre qui était ta licence. Tu avais cette opportunité-là, tu étais dans un contexte où tu pouvais le faire avec un pote. Donc, du coup, les quelques appréhensions que tu pouvais avoir à partir, bah, elles étaient un peu, on va dire, moins fortes parce que tu partais pas tout seul. C'est ça. Et arrivé là-bas, la découverte d'un autre monde et d'un nouvel environnement avec tout ce que tu évoquais sur les infrastructures. Avec quoi est-ce que tu es revenu? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as expérimentées là-bas ou que tu as apprises là-bas qui t'ont servi par la suite quand tu es revenu en France? Déjà, tu as mentionné le fait que ça t'avait un peu forcé, entre guillemets, à t'ouvrir. Enfin, tu vois, je pense que le fait d'être plongé dans un contexte, dans un nouvel environnement où, à part ton pote, tu connais personne, puis tu dois réapprendre une nouvelle langue, et donc, du coup, tu es aussi incité à aller échanger avec les autres, parce que c'est globalement comme ça que tu progresses, hein, 100%. c'est en pratiquant. Donc, il y avait déjà ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as expérimenté là-bas et que tu as ramené avec toi quand tu es revenu en France après? Bah, au-delà déjà le fait d'aller vers les gens, d'apprendre l'anglais encore plus parce que l'anglais ça sert honnêtement de plus en plus et tout le temps. Et, euh, et en vrai c'est une très bonne méthode pour apprendre l'anglais parce que t'es plongé dans le bain et t'as pas le choix. Si tu veux Pas le communiquer, choix. t'es obligé d'essayer de parler en anglais parce que le français ils le parlent pas. Euh, donc déjà ça pour moi ça a été un gros plus pour après, vraiment pour aller aborder les gens et oser en fait, même si je suis pas encore un spécialiste là-dedans, mais je l'étais vraiment pas du tout avant et je pense que ça me fermait des portes. Deuxième chose que ça m'a réellement apporté, c'est sur l'état d'esprit quand j'abordais mes compétitions, euh, où bah je pense que j'avais toujours eu du mal à le dire, même si c'était mon envie au fond, en soi, quand j'étais en France, de dire ouais, je vais à cette compétition, ouais, je vais gagner, ou j'y vais pour gagner. Ou mais tu penses pas qu'ils vont te battre? Bah non, non, si je fais ça, je sais que je vais gagner. Enfin, tous ces messages que tu peux avoir en interne, mais que tu oses pas dire aux gens quand tu échanges, ben en fait, mine de rien, quand tu les dis pas, je pense que ça te met un petit message aussi un peu négatif qui Tu te dit sens sur peut-être toi-même, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et si tu dis, bah non, ouais, on verra pendant la compétition, est-ce que tu penses les battre, s'ils sont forts? Ah, je sais pas, on verra. Mais en fait, ça se met des petites barrières, je pense, au fur et à mesure, et on s'en rend pas compte. Mais aux États-Unis, c'est très différent. Ils sont plus dans le j'assume ce que j'ai envie de faire et ce dont pourquoi je viens, et c'est pas forcément vu comme arrogant, ce qui peut être ce qui était le cas. Je pense que de moins en moins quand je vois le sport maintenant, en France en tout cas. Mais ça l'était à un moment de dire, bah non, moi je viens pour gagner, je viens pour faire ça, je viens pour faire ci. Bah tu me partais directement, ouais, trop confiance et toutes ces petites phrases là en fait. Et les États-Unis, ça m'a permis de voir qu'en fait enfin tout le monde, beaucoup fonctionnaient comme ça là-bas et personne ne leur disait rien. Je me suis dit, bah, en fait, moi aussi, mes envies au fond, c'est ça, donc pourquoi j'ai pas le droit de l'exprimer? Et à partir du moment où tu l'exprimes, comme beaucoup de choses d'ailleurs, et bah tout va mieux. Et moi, c'est un truc que j'ai rapporté avec moi en France, même si je l'ai pas forcément affiché au premier plan comme ça et autres, mais quand je suis revenu en France et que j'ai repris les compétitions d'athlétisme, enfin, je venais pour gagner. Donc, moi, je me le disais, je le disais à mon entourage, j'en parlais pas forcément autour, mais j'ai abordé les compétitions en disant, bah, je viens pour gagner, et je sais que je peux gagner. Et à partir de ce moment-là, bah, quand tu es sur la ligne de départ et que ton seul message dans ta tête, c'est je me concentre sur moi et je vais pour gagner. Si je me concentre, je fais les choses bien, je vais pour gagner. T'abordes pas la compétition pareil. T'es plus acteur et moins spectateur. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Ouais. Et sur ce que tu disais par rapport à la différence entre la France et les États-Unis, et c'est vrai que je pense il y a un peu un amalgame entre arrogance et conviction, tu vois. Je trouve que, Ouais. en fait, moi, quand tu me décris ça, ce que j'entends, c'est surtout beaucoup de conviction. C'est Mhm. effectivement, j'ai une ambition qui est assumée, et je sais que je me suis donné à fond à l'entraînement pour y arriver, donc je suis convaincu que j'en suis capable. Ça se réalisera ou pas, bah, ça, il y a plein de choses qui m'appartiennent pas, mais au Ça en fait moins, jamais très long. j'assume le truc, et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu décris là, c'est l'intention qui est posée. Tu vas pas en disant on verra, parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, et je trouve que les mots sont très bien choisis, il y a un contexte dans lequel tu es spectateur du truc, on verra. 100%. On verra ce qui se passe, Ouais. tu vois. Mais là, ça donne presque le sentiment que l'issue de l'événement des événements t'appartient pas. Bah non, c'est en Alors fonction des autres. que, voilà, et l'intention de je suis là pour gagner, et ça se réalisera ou pas, mais en tout cas dans la posture et dans la façon dont tu vas aller investir le truc, c'est effectivement c'est complètement différent. Et je pense que ça a un impact, parce qu'en fait, moi, par rapport à ce sujet du dialogue interne, mais pas que, hein, parce que c'est aussi vrai de ce que tu dis aux autres, on parlait tout à l'heure de l'inconscient et du travail que tu avais fait avec la sophrologie, tu vois, sur essayer d'aller ancrer des choses à un niveau de conscience un peu différent. Ouais. Bah, je Ça, pense que ton cerveau, il écoute toujours ce que tu dis. Tu vois, même les commentaires qui sont balancés en passant comme ça, le cerveau, il enregistre tout, il écoute tout. Donc si effectivement ton discours ambiant, c'est ouais, ouais, je me suis entraîné, mais bon, on verra, hein, parce que c'est vrai que les autres sur la ligne de départ, ils sont forts, ils sont costauds, je vais faire de mon mieux, mais bon, on sait pas ce qui va se passer versus non, mais moi je suis là pour gagner. Enfin, je pense c'est que très même en différent. termes d'activation physiologique, tu sais, l'énergie que tu vas ressentir sur la Ça ligne n'a de rien à départ, à voir. mon avis, elle est pas du tout la même, tu vois. Ah bah non, moi je sais qu'en parlant d'expérience, enfin pour moi j'ai vécu les deux. Hmm. J'ai dit les deux, j'ai dit différemment. Tu ressens pas la même chose quand tu le dis. Ouais. Moi la seule vraiment compétition où quand on me posait des questions avant d'y aller et que j'ai assumé cette envie, ce statut que j'avais à ce moment-là, c'était championnat de France en 2022 que je Mhm. remporte. Mais quand on me posait ces questions-là, quand j'avais des discussions avec les gens, et que tu donnes ces phrases-là, tu donnes ces informations-là, tu ressors pas de la discussion dans le même état d'esprit que quand tu dis bah on verra, j'ai vu que lui était bien entraîné, bah, si j'ai pas de douleur on verra bien, mais j'espère Ouais. pouvoir faire un podium et tout, que bah non je viens là pour gagner. Au classement, enfin en tout cas au bilan pour le moment je suis premier, moi je veux garder ma place et j'y vais pour gagner. Hmm. Et Hmm. je suis confiant, je me suis bien entraîné, ben non mais tu ressors pas pareil. C'est des... En fait c'est ça, en fait c'est des informations que tu donnes à ton corps, à ton cerveau, il écoute, et quand tu vas parler négativement de certaines choses, ben moi j'avais remarqué que tu tiens un peu moins droit, les épaules elles sont un peu plus, elles sont un peu plus tombantes, et quand tu dis bah non, en vrai, je suis là pour gagner. T'assumes ce que tu dis totalement, mais t'es plus droit, t'es plus grand, t'as plus d'énergie. Et en vrai, les informations que tu te donnes dans ta tête avant la ligne de départ, elles sont ultra importantes. Et c'est des petits, c'est du subconscient en fait, mais ultra important pour performer. Parlons de 2022.
Donc, Ouais. c'est l'année où tu remportes le titre des de champion de France. Donc, on a déjà évoqué l'état d'esprit dans lequel tu abordais la compétition. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites différemment cette année-là qui font que tu as réussi à atteindre ce résultat-là? Je suis curieux qu'on en parle quand même. Alors, je vais faire un petit retour en arrière pour en parler justement, parce que Ouais. ce retour en arrière a permis que ça arrive. Quand je suis rentré aux États-Unis, je prenais vachement moins de plaisir à faire de l'athlétisme, donc en 2019. Et c'était une période aussi où je savais pas trop ce que je faisais professionnellement, donc j'avais beaucoup de questions et autres. Et quand je suis rentré des États-Unis, je suis allé au championnat de France, ça s'est très mal passé, j'ai pris zéro plaisir. Et j'ai Ok. décidé de stopper l'athlète. Donc j'ai parlé avec mon coach et j'ai dit bon bah j'arrête. Ok. J'arrête et je vais faire autre chose. Hop, je me suis concentré, j'ai passé un diplôme de master sportif et bien-être avec lequel j'ai travaillé. Je suis parti à l'étranger pour du mannequinat, etc. Puis j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du vélo, j'ai pas touché à l'athlétisme, il y a eu le Covid. Ça m'a fait une pause en vrai, on va pas se mentir, moi ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai découvert d'autres sports. J'ai fait de la compétition au vélo, j'ai fait d'autres choses comme ça. Et au fur et à mesure, j'avais un petit sentiment de. Ah, mon sport de base, c'est quand même l'athlé. J'avais ce petit manque, je voyais mes potes qui faisaient des compètes, je voyais les compétitions à télé, et puis j'avais une petite envie qui revenait. Et à chaque fois, j'avais ce truc de c'est cool, t'as fait plein de trucs, c'est très bien. Enfin, mais toi, ce que tu voulais de base, c'était être champion de France, tu l'as pas fait. Et j'avais toujours ce petit truc dans ma tête du mon objectif, c'était de faire champion de France. Et ça venait au fur et à mesure. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, je reviens et je veux faire champion de France. C'est ça mon objectif, je veux faire ça. Et du coup, j'ai repris en février 2021 l'athlétisme. Donc ça a fait une grosse Ok. pause, j'ai fait 1 an et demi de pause. Février 2021, je reprends l'athlétisme et avec le même coach. Je lui parle de mon projet, je lui dis bah je sais que c'est une reprise, mais je veux faire champion de France en l'hiver 2022. Je lui ai dit je veux faire champion de France, là j'ai 1 an, je veux faire champion de France. Et il m'a dit ok on y va. Et je sais que c'est une personne qui m'a beaucoup guidé hein, sur mes choix, que ce soit pour le psy, la sophrologue, mon entourage médical, etc. Qui a toujours beaucoup cru en moi et qui a cru en mon projet directement. Il m'a dit ok. Et du coup bah on organise ça comment? On a eu beaucoup de discussions sur combien de temps j'allais m'entraîner par semaine, qu'est-ce que j'allais faire. Et j'en ai parlé avec mes parents et mes parents m'ont suivi à ce moment-là. Je leur ai dit bah écoutez, j'ai commencé à travailler un petit peu, mais là je veux faire champion de France d'athlétisme. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, ce que vous m'autorisez à me mettre à 100% au sport. Et ils m'ont suivi, et ça j'ai eu de la chance là-dessus. C'est-à-dire que je suis resté chez mon papa à ce moment-là pendant 1 an et je faisais mon sport. Et c'est un gros avantage, honnêtement. Et ça a conditionné toute la réussite de 2022, d'ailleurs. Et ce qui a changé vraiment pour 2022, c'est vraiment mon implication dans l'entraînement, dans la récupération et dans les à côté où je faisais tout pour aller bien mentalement et du coup aborder les compètes dans le meilleur état d'esprit possible. Et je continue la sophrologie à ce moment-là et pour moi ça a été un tout. Et ce qui m'a permis ça, c'est vraiment l'équipe que j'avais autour de moi en fait. En soi, je me sentais bien. Donc quand tout se sent bien et que tout est parfait autour, que le staff médical est là, que mentalement ta sophrologue elle t'aide, que ton coach y croit en toi, que tes parents te laissent faire ce que tu as envie de faire, parce que quand tu es jeune à ce moment-là, en fait tout est beaucoup plus simple. Et j'avais aucun frein dans ma pratique. Et ce qui fait que je suis arrivé en 2022, je suis arrivé au championnat de France. Mon objectif que j'avais dit au début c'était je veux faire champion de France. Je suis arrivé au championnat de France et j'ai dit je veux faire champion de France. J'y vais pour gagner, j'étais là pour ça. Et au final, est-ce que j'ai manifesté, je sais pas, tu vois, mais ça aurait pu se passer différemment aussi, mais je me suis donné à fond pour. Et le résultat est là, et tant mieux. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est... je sais pas si c'est comme ça que tu l'as conscientisé, mais j'ai le sentiment que, mine de rien, il y a un truc important là-dedans, c'est que tu étais là par choix et Ouais. pas par habitude, tu vois. Il y a un truc où, quand tu as fait quelque chose, moi je l'ai vécu un peu de la même façon avec la musique, tu vois, j'ai fait de la musique pendant 15 ans, et on en parlera juste après, mais il arrive un moment où ça fait partie de toi, c'est ton identité. Dans ton cercle de potes, t'es le mec qui fait de la musique, au même titre que toi, dans ton cercle d'amis, t'es le gars qui fait de l'athlète, tu vois. Pour tes proches, même dans un cercle un peu plus large. Donc déjà, d'avoir le courage de prendre de la distance et de dire, de clôturer un peu le chapitre au moment où tu fais le constat que tu prends plus de plaisir, je trouve ça déjà assez courageux parce que je sais aussi que la tentation de s'accrocher, parce que Ouais. ça fait partie de toi et ça a été ton quotidien pendant tellement longtemps et dans toutes les périodes de transition, il y a une phase de vide qui est pas toujours simple à habiter. Et donc du coup là, tu as quand même ce truc-là de dire ok, à ce moment-là, j'ai le sentiment d'avoir été au bout de ce que j'avais à vivre
en athlétisme, je vais aller explorer d'autres trucs. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le fait d'être passé par là, au moment où tu décides de revenir, c'est vraiment un choix assumé, quoi. Déjà, j'imagine que c'est une décision qui a mûri et tu t'en parlais, ça revenait, c'était un truc, tu l'avais dans la tête. Tu voulais être champion de France, tu l'as pas fait. Est-ce que c'est encore possible? Ok, qu'est-ce que ça implique? Ça commence par une conversation avec ton ancien coach. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour que ça soit possible? Ok, ça te paraît gérable? Oui. Quelles ressources on mobilise pour rendre les choses envisageables et tout? Et donc, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'intention. Je trouve que là, l'intention était peut-être un peu différente de la façon dont tu investissais les choses jusqu'ici, quoi. Bah oui, 100%. C'était vraiment un choix perso, en fait. C'était mon objectif à moi. Et j'en ai parlé, on m'a suivi, et tant mieux. Mais je pense que si on m'avait pas suivi non plus sur le projet, je serais quand même allé. C'était vraiment au-delà de, comme tu disais, en fait, à un moment, ça devient de l'habitude. Et tu luttes contre, en fait, ça devient de l'habitude, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis défini par ça dans mon entourage et autres, comme tout domaine, quand tu parles de la musique ou tout. Et du coup, c'est un peu ton identité. T'es par habitude, mais tu veux garder ton identité quand même. Donc, moi, je sais que ça faisait, comme je te parlais de 2016, qui était une super année, mais à partir de 2017, moi, j'étais plus trop là où je voulais être, je savais pas trop. Je prenais pas du plaisir à chaque fois. Vraiment, très honnêtement, c'était des mois où, oh, c'est cool, j'y vais, trop bien. Et d'autres mois, j'étais en mode, il faut que j'y aille parce que j'ai des compétitions qui arrivent et je prenais pas forcément de plaisir. Donc, ça faisait quand même 2 années que j'étais en hésitation. Et ça a été un élément déclencheur, le aux États-Unis, ce championnat de France qui se passe très mal, pour me dire, en fait, ouais, là, c'est l'élément trop, faut que je fasse une pause au moins, quoi. Et de base, c'était vraiment une pause, genre, je stoppe ma saison. Et je sais pas quand est-ce que je reprendrai. C'était plutôt ça la phrase. Et il m'a dit, on verra en mois de septembre si tu reviens à la prépa et tout. Et je suis pas revenu. Je lui ai dit, pendant le mois d'août, pendant la pause, on s'était réappelé, je lui avais dit non, je vais pas revenir. Et du coup, pendant, c'est ça, 1 an et demi sans sport. Et c'était, comme tu disais, des messages qui arrivent. Et tu dis, en fait, peut-être je vais reprendre, mais tu vas pour un projet qui est perso et une envie qui est totalement différente. Et j'allais tous les jours à l'entraînement, du coup, à partir de ce moment-là, avec l'envie, juste en tête, je savais que je travaillais là pour ce que je voulais faire en 2022. Et j'avais toujours ça en tête. Et du coup, je me posais jamais la question de faut que j'aille à l'entraînement là, j'aurais pu faire autre chose, ou j'aurais pu dormir, ou j'aurais pu aller voir mes potes, ou non. Là, c'est mon moment, je vais à l'entraînement. Je sais que pendant 1 an, je fais que ça. Et ça a été aussi ça qui a été dur derrière 2022. Voilà, j'allais y venir du coup. Donc tu as réussi à atteindre ton objectif, les championnats de France en 2022. On en discutait juste avant de commencer à enregistrer. Je t'ai posé la question de savoir si à ce moment-là, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques 2 ans après, est-ce que c'était une considération que tu avais, à partir du moment où tu gagnes ce titre-là, peut-être potentiellement que tu te mets à envisager le fait de dire je peux peut-être aller le chercher, je peux peut-être participer au JO. Du coup, qu'est-ce qui se passe après que tu aies gagné le titre? Dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves? Et ensuite, on parlera de ce qui s'est passé sur... je sais plus exactement à quel moment c'est arrivé en 2022, mais les événements qui ont suivi, quoi. Après le titre, sentiment d'accomplissement personnel énorme. Pendant plusieurs semaines. Bonheur. J'étais content tous les jours. Je me levais, j'avais le sourire. J'étais en mode... Et c'était vraiment le truc du... tu vois, t'as un projet, t'as mis les choses en place, tu t'es donné à fond et ça marche. Et en fait, quand tu fais tout, tu dédies vraiment 12 mois de ton année pour un objectif et que t'as mis tout en place et que t'as rien laissé au hasard et que tu te dis, en fait, je me sentais vraiment comme ça le matin. Je me disais, Et en vrai, c'est tout bête, mais je sais que je me souviens, je me tenais plus droit. En fait, honnêtement, ça donne confiance en soi. Sans être arrogant, bien sûr, comme on dit, mais juste... tu te sens bien en toi. Moi, c'était vraiment ça que j'avais pendant un petit bout de temps. Et après, c'est venu le truc, il y a la saison estivale qui arrive, on commence la prépa, et il faut que je trouve un objectif. Mon objectif, je suis revenu, je voulais faire champion de France, et j'avais pas... Pour moi, il n'y avait rien après, j'avais pas pensé après. J'avais pas d'objectif, j'avais rien. Et je suis un peu retombé dans cette phase et très sûrement mentalement, mais je l'ai pas senti directement, j'y vais par habitude, est-ce que mon corps a envie, je sais pas. Et du coup, les championnats de France étaient le 28-29 février, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça.
Et je fais une pause de 2 semaines, donc en mars, voilà, et on reprend l'entraînement fin mars. Tranquille au début, avril aussi, je pars en stage en avril, et je me fais mal pendant le stage, même si tout allait très bien au niveau performance et tout. Je pense que j'avais rarement couru aussi vite, sauté aussi loin, j'étais vraiment en forme, et je prenais du plaisir, hein. Mais je pense que mon corps avait fatigué aussi sur ces 12 mois, et en fait, au fur et à mesure des séances, j'avais de plus en plus de douleurs au niveau d'un de mes psoas. Et ça a jamais été sur un choc, en fait. C'est vraiment venu au fur et à mesure, comme une contracture ou autre. Enfin, c'était cette sensation-là, ça pinçait, ça tirait. Je me suis jamais trop inquiété au début, et puis à un moment où j'ai mal quand je me lève le matin, je boite un peu et j'arrive pas trop à faire de footing, et c'est bizarre. Et du coup, j'ai vu les kinés, on a fait énormément de soins, ça a mis beaucoup de temps à passer, on a fait beaucoup de soins, j'ai vu les chirurgiens, j'ai passé des imageries, et en fait, j'avais rien. J'avais rien du tout, on trouvait rien. Pas de pubalgie, rien du tout. Pas de lésion musculaire, et on savait pas trop pourquoi j'avais cette douleur-là. Et donc on a mis tout un protocole en place avec mon staff médical de renforcement pour pouvoir participer à ma saison estivale. Et j'essayais de me remotiver, à me dire, bon, ça va passer. Et je me disais, bon, ok, je sais que l'hiver prochain, il y a les championnats d'Europe en salle. En heptathlon, c'est vraiment là où je sais que je peux performer. Moi, je vais être au championnat d'Europe et je vais essayer de performer. J'ai essayé de me mettre ça en tête. Mais ça résonnait pas autant que quand j'avais repris l'athlète. Je me disais, moi, je veux faire champion de France. J'ai l'impression que c'était un objectif que je m'imposais pour continuer et continuer à performer. Une forme de suite logique, quoi. J'ai fait les championnats de France. Exactement. Les championnats d'Europe sont à portée de main, potentiellement. En tout cas, mais ça résonnait pas pareil. Ouais. Okay. Ça résonnait pas pareil. Et je pense que le fait de faire un entraînement intensif sans vraiment pure intention personnelle derrière, ça a fait que j'ai eu ce petit souci au psoas. J'ai essayé quand même de prendre le départ d'un décathlon mi-juin. C'était les dernières semaines avant la fin des qualifications pour les championnats de France. Et j'ai pas pris le départ du 100 mètres. J'ai fait l'échauffement, j'avais trop mal. Et je me sentais pas, j'avais pas envie. Et voilà, donc fin de saison. On prend une décision avec mon coach fin de saison. Et je pars très motivé avec tout mon staff médical, protocole, des séances, des exercices, plein de choses à faire tous les jours. J'ai revu d'autres chirurgiens, etc. Et du coup, je passe tout mon mois de juin, tout mon mois de juillet, tout mon mois d'août, quasiment tous les jours à faire tous les exercices pour essayer de faire que ça passe. Donc c'est cool, je me renforce, je suis beaucoup plus souple, j'atteins des angles que je n'avais jamais fait, etc. Mais toujours la douleur, impossible. Ouais. Et septembre, je reviens, on essaie de faire des footings, mal. Et puis à un moment où ça m'a un peu énervé, j'ai commencé à bosser à côté, j'allais beaucoup sur Paris pour développer mes réseaux. Et au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, je dis à mon coach, je vais pas faire la saison. J'arrive pas, je suis en train de développer d'autres choses qui me font plaisir à côté, j'ai mal, même quand je me lève, tous les soirs, quand je suis allongé dans mon lit, ça me lance, enfin, c'était vraiment pas agréable, quoi. J'avais vraiment une sorte de, comme une pointe au niveau du psoas, vraiment dans le bas du ventre, et toute la journée, quoi. Je marchais dans les escaliers, le matin, la nuit, ça me lançait. Enfin, j'étais vraiment dans un endroit où je me disais, mais il y a un problème physique, quoi. Ouais. Et j'ai stoppé tous mes exercices de kiné, parce que je voyais que ça m'apportait rien à ce moment-là. J'ai tout stoppé. J'ai fait, bon, ok, allez, on arrête tout. Qu'est-ce qui te fait plaisir, Val? Là, actuellement, j'ai rien envie de faire. Pendant un mois et demi, je pense que j'ai pas fait de sport du tout. Ce qui est très rare. Et j'ai continué à aller sur Paris, développer mes réseaux. Je commençais à bosser un petit peu. Voilà, c'était cool. Un autre objectif. Et du coup, je pensais plus trop à ça. Et j'ai vraiment fait une croix sur l'athlète à ce moment-là. Je pouvais plus me voir. Je regardais plus les compètes, plus les résultats de mes potes, plus rien. Et j'ai mis exactement 11 mois à pouvoir refaire un footing sans douleur. Ah ouais. Et c'était super long. Ouais. Et c'est vraiment venu à un moment où, en fait, je faisais beaucoup de vélo. Je prends énormément de plaisir sur le vélo. Ça a toujours été mes sports passion. Mais en fait, il y a un moment où il recommençait à faire beau début 2023. Et je me disais, mais j'ai envie de courir. Et la première fois, j'y vais, je douille. Je me dis, je m'en fous. Je fais plus de compète. Je douille, c'est pas grave. Demain, je m'en fiche. Hop. Et puis, je fais ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, à un moment, je m'emballe le soir et tout. C'est cool. Puis je vais refaire des footings. Puis à un moment, je me souviens très bien d'une journée où je me disais, putain, j'ai besoin d'aller me défouler. Je sais pas, j'étais revenu chez moi, j'avais pas grand chose à faire, j'avais envie de me défouler. Je me suis dit, tu sais quoi, là, vas-y, je mets les chaussures carbone, là, je m'envoie en footing, je me fais une énorme séance. Aucune douleur. Un plaisir fou, aucune douleur. Et plus jamais eu la douleur depuis. Putain, c'est fou. Ouais. Et du coup, j'ai fait du vélo à partir de ce moment-là. Je suis parti sur 2 ans de saison de vélo. Et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu sur cette période-là, 2023-2024, où je me remets au vélo. J'ai toujours fait du vélo. Je faisais du VTT avec mon pote d'enfance, qui habitait dans le même quartier que moi à Rennes. Et on reprend le sport tous les deux, on reprend du vélo, on prend du plaisir de fou. On se dit, vas-y,
Objectif, fin 2023, on va au Roc d'Azur, qui est une grosse compétition de VTT, et on fait le gravel. C'était la deuxième année où on faisait la course gravel. Et on se prépare pour ça, mais on prend un plaisir monstre à s'entraîner tous les deux tout l'été. Et on fait, sur la course, lui il finit 9, moi je finis 11, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. On était 600 engagés, donc on se dit putain, Ouais, pas bien. mal, pas dégueu et tout, cool. Ouais. Et on se dit, bah, allez, 2024, on fait toutes les Coupes du Monde amateurs qu'on pouvait faire en gravel, avec objectif se qualifier au championnat du monde amateur de gravel. Et du coup, on part aux Pays-Bas, Autriche, tout, on se fait tous nos petits week-ends de compétition, on se qualifie au championnat du monde et on fait les championnats du monde en fin d'année. Et ça a été une année de bonheur et de dépassement, mais facile en fait. Ouais. J'arrivais à me mettre dans des états et sans que ça me bloque. Et en fait, je prenais du plaisir comme j'avais pas pris de plaisir dans le sport depuis une éternité. Et voilà. Et puis après, bah, Aerox, tout. Enfin, dès qu'on me lançait des défis, j'allais faire un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Ça a été un peu ça la genèse de la fin du début de d'autres sports pour moi, la fin de l'athlète, début d'autres sports. C'est intéressant et on va reboucler avec le début de notre conversation. Je fais juste un petit détour en passant parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de partager sur le podcast et c'est un message que je vais continuer à m'attraquer parce que je pense qu'il est vraiment fort et je trouve que ce que tu viens de décrire est un bon exemple de ça. Je voulais te poser la question de ton rapport à la douleur parce que forcément, quand tu es athlète de haut niveau, on sait que c'est un potentiellement entre guillemets un prix à payer ou en tout cas ça fait partie de l'équation, mais c'est notamment ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. Ouais, Et très différent. je pense que notamment la différence, un des marqueurs qui distinguent l'un de l'autre, c'est le côté choisi versus le côté subi. Tu vois, il y a la douleur, tu choisis de traverser ça parce que tu arrives à lui donner du sens, tu sais que ça fait partie potentiellement du projet, tu vois, tu te prépares pour une compétition ou un truc comme ça. Ouais. C'était les championnats de France en 2021-2022, c'était la Coupe du Monde de gravel dans les années qui ont suivi, mais en fait, tu arrives à donner du sens à l'effort et à la douleur qui est liée à l'effort, tu vois. Là où je pense que quand c'est mon interprétation de la chose, elle est peut-être pas bonne, mais après après ton titre en championnat de France et quand tu commences à Ouais. préparer les championnats d'Europe, bah ce sens, et tu l'as dit toi-même, il a un peu disparu. Ça résonne moins que cet objectif des championnats de France. Et donc du coup, bah toutes les difficultés que tu rencontres à ce moment-là, sans doute que tu les vis pas de la même façon parce qu'en fait le contexte est complètement différent et l'intention et la façon dont tu investis cette période, elle est très très différente de la période précédente. Et où c'est là où je pense que... je vais pas me risquer à faire des interprétations ou à poser un diagnostic, c'est pas mon métier. Mais je pense que mine de rien, toutes les douleurs que tu as eues au psoas et tout, je pense que la dimension psychologique a dû aussi beaucoup jouer, tu vois. C'est une hypothèse que je pourrais émettre. Moi, c'est la conclusion que j'en ai fait aussi, très honnêtement. Parce que, et comme tu dis, il y a vraiment une grosse différence entre la douleur volontaire et la douleur que tu subis, en fait, que tu dois faire parce que tu dois faire ça. Ça a été très différent. Moi, et je pense que c'est très mental à ce moment-là, mais en fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ce soit sur le sport ou dans ta vie, hein, mais la douleur que dans laquelle tu vas volontairement pour des choses que tu veux, tu la ressens pas comme une douleur à part entière, tu la ressens comme une difficulté peut-être pour obtenir des choses, mais c'est pas la même sensation que quand tu as une douleur de choses que tu subis ou de choses qu'on t'oblige à faire. Tu vas beaucoup plus loin dans cette, on va appeler ça douleur, mais tu vas beaucoup plus loin dans cette sensation de douleur quand tu y vas volontairement et tu la subis pas pareil et elle te fatigue pas pareil. C'est vachement plus énergivore de subir une douleur qui n'est pas volontaire que volontaire. Et je pense que moi, mon corps a fatigué parce que il y a peut-être un moment où elle était plus si volontaire que ça en fait en soi. Et à partir du moment où c'est bête, hein, mais ce footing où je me suis dit putain j'ai envie là, fallait que j'y aille quoi. Mais je me suis volontairement fait mal. Mais après mon corps il m'a dit c'est très bien, vas-y. Ok, go. C'était volontaire, il n'y avait pas de truc qui bloquait en fait. Ouais. Et franchement oui, il y a beaucoup de douleurs et on n'en parle pas de plus en plus dans le sport, je trouve, on prend beaucoup de paroles là-dessus, mais la place mentale que ton sport occupe dans ta vie est ultra importante. Si tu y vas par conviction personnelle, ça va marcher. Si tu y vas par devoir, ça peut marcher un temps parce que les corps sont forts, honnêtement, on est entraîné pour ça, mais ça bloque un moment. Et du coup, très important de voir, il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme ça, il y en a beaucoup qui, leur fin de carrière finissent comme ça,
ils ont des douleurs partout, mais en fait, le corps, il va très bien. C'est la tête qui crée ces nœuds dans le corps parce qu'il faut donner stop, un signal quoi. du non mec, Ouais. tu kiffes pas ce que tu fais là, arrête, stop, il y a un moment où c'est bon. Et parce que du coup c'est psychologique en fait, tu te crées des douleurs sans en avoir. C'est une forme de somatisme. Et en fait, 100% somatisme. je me tourne vers ça parce que comme tu peux le voir, c'est un livre que j'ai Plein de notes. beaucoup lu et annoté, qui s'appelle Master of Change de Brad Stulberg, qui est Ok. un coach américain qui coach sur la notion de performance justement. Et en fait, dans son bouquin, il y a un truc que j'aime beaucoup et c'est un peu ce que je voulais essayer de sonder dans notre conversation pour comprendre comment tu avais vécu justement ces périodes de transition. Et lui, en gros, un des piliers sur lesquels il s'appuie pour accompagner justement des gens qui performent, mais qui peuvent se retrouver dans des situations où ils sont en difficulté, c'est la capacité à agir en accord avec ses valeurs. Donc, c'est comment je fais pour ne pas me définir à travers un titre, un statut, un qualificatif, tu vois, et plutôt me dire quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et comment est-ce que si je les incarnais d'une façon jusqu'à un certain moment, mais je peux les incarner d'une autre façon après, tu vois. Et donc, typiquement, ce qu'on Exactement. décrit là sur le plaisir que tu as pris et ton investissement dans le vélo, on va Ouais. dire post-athlétisme, pour moi, c'est exactement les mêmes valeurs exprimées dans des contextes différents. Et Différent. donc, c'est ce qui rend possible la transition sans je vais pas dire que j'imagine que ça a dû être difficile, mais sans complètement se perdre dans le processus. Parce qu'en fait, ce qui est important pour toi, tu as réussi à continuer à l'explorer, l'exprimer et le retrouver dans un autre contexte, quoi. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le... on va prendre l'exemple d'un sportif, hein, mais c'est pareil dans d'autres champs de profession. Euh, Quand tu es défini par quelque chose, quand tu décides de l'arrêter, tu as une énorme perte identitaire. Enfin, moi, je sais que j'étais perdu, quoi. Vas-y, Valentin, t'es qui? Euh, je faisais du sport. Ouais, Voilà, j'étais qu'est-ce que athlète. j'utilise de plus? Je fais Ouais. pas grand-chose là actuellement. Et ça a été long, hein. Très honnêtement, après 2022, quand j'ai arrêté, euh, l'année fin 2022, tout l'été 2022 jusqu'à octobre-décembre, et le début 2023 jusqu'à mars-avril, c'était un trou noir. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. Je cherchais des jobs à droite, à gauche, mais vraiment, en fait, zéro repère. Zéro repère. Moi, j'ai jamais dormi tard, mais je me levais à 8h30, 9h. J'étais là, j'avais envie de rien. Pas d'énergie, En pas fait, d'envie. non, je savais pas ce que je voulais faire, je savais plus qui j'étais en vrai en soi, parce que mon identité de athlète en athlétisme était plus là en fait. Et à partir du moment où j'ai retrouvé d'autres choses qui commençaient à me motiver, mais ça a été loin, hein. Franchement, honnêtement, je suis passé par des moments où t'as envie de rien quoi, t'as envie de rien, t'es mou, t'es chiant avec tout le monde, voilà. Et à partir du moment où j'ai accepté de retravailler sur moi, parce que je détestais la situation dans laquelle j'étais, retrouver des petits objectifs. Je suis arrivé sur Paris à ce moment-là, je voulais développer mes réseaux sociaux, mais je pouvais pas payer le loyer, donc j'ai trouvé un job à côté. En fait, c'est tous ces petits éléments qui font que tu te bouges au début, mais ça te met des petites billes. Et en fait, plus tu mets de billes et plus tu te bouges, plus c'est simple d'aller faire d'autres choses. J'ai repris le sport à ce moment-là avec mon pote, et là, c'était un plaisir de fou. Et en fait, tout bêtement, j'avais pas d'objectif professionnel en vélo, mais je me suis dit, viens, on fait cette compétition. Mais en fait, le dire de faire cette compétition et d'aller faire un truc qui te fait plaisir avec ton pote, tu te dis, faut que je fasse ça sur cette semaine. Et en fait, tu bouges, tu reprends un rythme. Et ça, je trouve que c'est une étape très importante dans se retrouver soi-même. Pas forcément se construire une nouvelle identité, mais en fait, comprendre que le sport, faisait partie de toi, mais c'est pas juste, toi, t'es pas juste un athlète, tu fais d'autres choses, t'as tes potes, t'as d'autres personnalités, etc. Et ça m'a aussi permis au fur et à mesure, parce que je voulais plus parler de l'athlétisme, de me dire, en fait, quand je me représentais Valentin, t'es qui? Et voilà ce que je fais actuellement, mais avant j'étais ça. Et ça est toujours en moi, hein, c'est toujours mon plaisir. Et maintenant, je sais, j'ai plus du tout de mal à me dire que j'étais sportif de haut niveau, je faisais de l'athlétisme, et ça c'est moi. Et maintenant, je fais d'autres choses. Mais ça, c'est un truc que j'avais pas accepté avant. J'étais en mode, non, je fais plus ça, c'est plus moi, quoi. Mais si, c'est toujours en moi, c'est toujours écrit, c'est toujours partout, c'est sur Internet, c'est en moi. Ouais, personne je peux pourra te raconter toutes l'enlever. les anecdotes, Ouais. exactement. Et maintenant, je fais d'autres choses. Mais je me définis comme sportif. Parce que c'est le cas. J'aime tous les sports et j'aime faire ça. Juste, C'est c'était pour ça que- une parenthèse, l'athlète. C'est pour ça que j'aime bien la question des valeurs, et c'est aussi pour ça qu'au tout début de l'épisode, je te posais la question de qu'est-ce qui te motive dans la compétition, tu vois. Est-ce que c'est le fait de gagner? Est-ce que c'est le dépassement de soi, etc. Parce que
en fait, au fond, ces choses-là, ces leviers de motivation, tu les avais dans ce contexte-là, mais tu peux les retrouver dans Ouais, d'autres contextes. Et typiquement, ce que tu me décris, tu vois, je suis pas surpris de ce que tu me décris sur ah bah on fait le Rock d'Azur, on n'est pas trop mal classé. Tiens, il y a peut-être un truc à faire et qu'est-ce que ça donne si ouais, on y va franchement, tu vois. Bon c'est bah ça. je retrouve une dynamique assez similaire à ce que tu décrivais Mhm. dans le contexte de l'athlète, tu vois. Et en fait, c'est un trait de ta personnalité, tu vois, un trait de caractère. Et ce trait de caractère-là, qui visiblement vient toucher à quelque chose qui est important pour toi, il peut s'exprimer dans différents contextes. Et t'as quand même mentionné un truc, et je tiens à le relever parce que je pense que c'est important. Euh, Moi, je me méfie beaucoup des gens, enfin, c'est pas je me méfie, mais j'ai tendance à alerter les gens quand je vois qu'ils ont une définition de leur identité qui est unidimensionnelle. C'est-à-dire que quand Mhm. tu leur poses la Genre, question de ce qu'ils font, je me dis c'est dangereux parce qu'en fait si on t'enlève ce truc-là, il te reste pas grand-chose, tu vois. Et moi je sais que par exemple j'ai la chance aujourd'hui de m'être construit parce que ça procède de choix conscients sur plusieurs casquettes. Tu vois, je suis entrepreneur, je suis papa, je suis conjoint, je suis sportif à mon petit niveau, mais c'est un truc important pour moi et que je fais tous les jours. Donc, ouais, bien sûr. par définition, ça fait de moi un sportif. Je suis créateur de contenu, je crée ce podcast, etc. Et donc, en fait, si à un moment on m'enlève un de ces trucs-là, bah, le tabouret, il se pète pas la gueule parce que je suis assis sur. C'est Enfin, ça. il y a plusieurs pieds et je peux m'appuyer sur d'autres choses. Et tu vois, je sais pas, si demain, pour une raison X ou Y, je peux plus faire ce truc-là, bah, le temps que je passe à faire ça, je peux le passer à, à continuer à développer mon entreprise, je peux le passer à l'investir dans ma vie de famille, je peux le passer à créer du contenu différemment. Enfin, tu vois, il y a un truc où je pense que ça me secourra moins que si toute ma vie se construit et tourne autour d'une seule chose. Et donc je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui C'est nous ça. écoutent de les inviter à se poser la question, de se dire euh, comment est-ce que je me définis aujourd'hui, sur quoi est-ce que je me suis construit et est-ce que c'est stable. Parce on peut avoir une identité très forte, euh, très, très ancrée, mais si elle est Mhm. construite que sur un pilier, elle n'est pas stable. Ça veut pas dire, ça la rend pas fragile pour autant, mais elle n'est pas stable non plus, quoi. Et je pense que ça, c'est une distinction qui est importante. 100%. Et c'est une phrase que bah, mon coach que j'avais à l'époque, Philippe Geffroy, me disait beaucoup, c'était fais autre chose à côté de l'athlétisme. Toujours. Il m'a toujours dit ça. Et en fait, je l'avais pas compris avant, mais c'est ultra important de faire d'autres choses à côté, que ce soit. Mais même si à un moment j'avais commencé à bosser à côté, mais je faisais des 10 heures semaine, juste Mmh. histoire de faire quelque chose d'autre, d'aller faire quelque chose d'autre. Mais parce qu'en fait, si tu as une seule chose dans ta vie et que bah, malheureusement tu arrives dans un moment où ça se passe mal, bah, tout va mal. Mmh. Et bah, va relever la tête de ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que bah, y a beaucoup d'athlètes qui, quand ils passent professionnels, ça se passe très mal. Parce Mmh. qu'ils ont rien d'autre à côté. Il y en a qui le. Pour qui ça va être génial, hein, bien sûr. Mais en fait, je trouve que ça dépend de ta personnalité aussi, mais c'est important d'avoir d'autres choses à faire. Je dis une bêtise, enfin, d'entreprendre ou des petites choses ou avoir d'autres buts Un projet avec. créatif, un hobby, Exactement. enfin des choses. Et parce Ouais. qu'au moins, ça te permet d'avoir, si tu as plusieurs, genre, même si c'est que deux, hein, deux choses dans Mmh. ta vie vraiment sur lesquelles tu te définis, s'il y en a une qui va mal, ben, il y a toujours une autre qui va un peu mieux. Donc À tu peux te laquelle tu peux rattacher à celle-là. Donc t'accrocher. mentalement, ça va mieux. Et c'est plus simple pour remonter la balance. Et pour moi, c'est ultra important de pouvoir se définir sur plusieurs plans, du coup, comme tu disais. Euh, Est-ce qu'il y a des... T'as déjà été très généreux avec ton temps et je te remercie, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette Partager. conversation. C'était hyper intéressant et je tiens à le souligner parce que bah, ça m'a sauté aux yeux quand on échangeait, mais je te trouve très mature par rapport à tout ça et j'ai le sentiment que tu as vraiment bien travaillé sur le sujet parce que la façon C'est que tu long. as d'en parler, ouais, j'imagine, pour avoir moi aussi traversé des périodes compliquées, je sais que ça se résout pas en un Mm. claquement de doigts ou en 3 semaines. On aimerait bien, hein, quand on est un peu au fond du seau, réussir à retrouver un point d'ancrage rapidement, mais Ouais, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et je trouve ça assez admirable, en tout cas, la façon que tu as d'en parler aujourd'hui et de voir comment tu as réussi merci. justement à rebondir et à investir d'autres choses avec tout le succès qu'on te connaît. Hein. C'est vrai qu'on en a peu parlé de ta carrière de créateur de contenu, mais aujourd'hui, tu es quand même suivi par, de mémoire, plus de 200 000 personnes sur les réseaux Mhm. sociaux et tout. Des très très belles collaborations avec des très très belles marques. Donc, Très bravo pour content. ça. Et puis, moi, Merci. j'aime bien suivre tes aventures. Donc, j'invite toutes les personnes qui ne te suivraient pas encore à aller voir ce qui C'est se passe gentil, du côté merci. de ton compte Instagram.
S'il y a un dernier point que tu veux partager potentiellement avec les gens qui nous écoutent avant qu'on se quitte. Bah, pour moi, c'est la notion de plaisir et d'envie. Ça peut ne pas résonner quelquefois avec son entourage ou autre, ses envies, ses plaisirs, ses passions. Sauf que, en fait, c'est les choses qui te parlent et qui te définissent toi. Donc, pour moi, c'est des points très importants. Comme je le disais pour 2022, quand je fais champion de France, mon objectif, c'était ça. Et si on m'avait pas suivi dessus, je serais quand même allé. Parce que je le sentais, ça résonnait en moi, Trouvé un c'était là, moyen. j'avais Ouais. envie de le faire. Voilà, j'aurais trouvé un moyen. Et je sais que ça m'aurait rendu heureux que je le fasse entouré comme je l'ai pu le faire, c'était génial. Ou moins entouré. Mais je sais que j'aurais été heureux et j'aurais eu la même énergie, les mêmes intentions pour le faire. Donc, et à partir de ce moment-là, moi, ça a été un vrai déclic. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. C'est s'il y a des choses qui vous font réellement plaisir ou qui vibrent réellement en vous, que vous soyez suivi dessus ou pas par votre entourage, faites-le. Parce que quand on y va avec passion, quand on y va avec envie, il y a 90% de chances de réussir. Et au fur et à mesure, les gens qui comptent vraiment pour vous et qui vous aiment vraiment vous verront heureux. Et à partir de ce moment-là, ils comprendront votre passion et ils vous motiveront, ils vous soutiendront encore plus dedans. Et ce sera du bonheur pour vous. Voilà. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Valentin. Merci à toi. À la prochaine. Allez, salut.